Madame, Monsieur, bonjour, bon mercredi, troisième jour de livraison de la revue des grandes unes. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est le programme qui fait la part belle au traitement de l'actualité telle que parue au sein des tabloïds. Je vous invite, si vous nous rejoignez à l'instant, à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette troisième édition de la revue des grandes unes. Nous ouvrirons avec la première thématique de cette émission, les infrastructures en péril, en parlant avec mutation des logements sociaux. Terre d'écueil, c'est le titre de mutation de ce matin justement qui nous renvoie au logement SIC, le projet qui avait été établi il y a 12 ans, tarde toujours à sortir de terre. 180 logements d'habitation à loyer modéré qui devaient sortir de terre et être remis à des souscripteurs, ce qui relève encore d'un rêve doux, nous dit le journal Mutation. Le retrait du crédit foncier du Cameroun en a rajouté une couche. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Et le messager qui nous dit que du côté du barrage Natigal, c'est un barrage sous haute tension, nous dit le messager de ce matin, qui relaie ainsi un certain nombre de griefs sur le chantier qui devait à terme fournir de l'énergie électrique à toute la région du centre, une partie de la région du sud Cameroun. Cependant, des grognes s'élèvent du côté du chantier de Natigal, notamment auprès des ouvriers qui dénoncent une forme de corruption et de malversation et le non-paiement de leur salaire. Nous tenterons de savoir ce qui se passe du côté du barrage de Natigal. La deuxième thématique de cette émission, elle, sera consacrée aux investissements venus de la diaspora. Le Cameroun peut-il être un véritable Eldorado pour la diaspora de son pays? Le Cameroun Tribune qui nous dit que justement, cette diaspora se bouscule pour revenir au Cameroun à la faveur du discours du président de la République du 31 décembre dernier. De nombreuses barrières fiscales, nous relève le journal Cameroun Tribune, ont été levées pour permettre à la diaspora de participer effectivement au développement du Cameroun. Et pour cela, le Cameroun Tribune vous dresse des profils de success story de certains Camerounais de la diaspora qui ont réussi à s'implanter ici en terre camerounaise et à générer de nombreux emplois à travers des investissements. Nous essaierons d'y voir un peu plus clair dans cette édition de la revue des grandes unes. Olembe, encore et toujours, c'est la troisième thématique de cette émission avec le journal Émergence qui titre en sa une sur une interrogation: où sont passés les 50 millions des victimes de la bousculade du stade Olembe? Émergence a mené sa petite enquête, retrouvé certaines familles de victimes qui justement crient leur désarroi et n'ont toujours pas touché le moindre copec sur les dédommagements que devait verser le gouvernement, la CAF, et bien sûr les 50 millions de francs CFA des Lions Indomptables qui devaient être défalqués à ces familles-là. Aucun franc CFA n'a été reçu par ces dernières, révèle le journal Émergence. Pendant ce temps, le Popoli parle toujours du stade Olembe et Ferdinand Gongo qui se dirige vers une glissade contrôlée. C'est ce que nous dit le journal Le Popoli qui mentionne, là on distingue le ministre secrétaire général à la présidence de la République qui lui-même avait annoncé le stade est bel et bien prêt et bel et bien terminé. Et puis finalement, après une visite suite à la fin de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, révèle qu'il y a encore des travaux de finition à exécuter, mais aux frais de qui? La question est posée après plusieurs centaines de milliards dépensés pour le complexe sportif d'Olembe. Le contribuable va-t-il encore devoir saigner un peu plus pour pouvoir terminer les derniers travaux qui restent à effectuer sur le stade Olembe? Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des grandes unes. Et pour comprendre, commenter, décrypter ces actualités, ces titres, pour vos bons soins, je reçois sur ce plateau un journaliste, analyste, directeur de publication du journal Forum Libre qui va apporter de son expertise pour vous permettre de mieux cerner l'actualité parue au sein des tabloïds. Prince Aristide Gekam, bonjour et bienvenue. Merci Cédric de m'accueillir de nouveau sur ce prestigieux plateau. Je salue le très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais entrer très rapidement dans cette émission par une information un tout petit peu amusante mais très sérieuse. Il s'agit d'un maire qui refuse d'établir les actes de naissance aux enfants. Vous imaginez?
Donc, ça se passe dans la commune de Blangwa, c'est dans le département de Logon-Déchari, où le maire de ce côté-là refuse, je dis, de faire des actes de naissance aux enfants. Et la conséquence, c'est que vous avez des gens là-bas, l'État, notamment le gouverneur de la région de l'extrême nord, depuis mai 2021, dans une grosse campagne d'identification qui a recensé les des enfants, gens, avait demandé qu'on puisse lancer une grosse campagne pour identifier les gens, parce qu'on ne sait pas, généralement dans ces frontières, on ne sait pas qui est camerounais et qui ne l'est pas, et la nationalité s'obtient, commence par l'acte de naissance. L'acte de naissance et bien après la CNI. Et donc, le BUNEC a généré plus de 6 000, c'est-à-dire que plus de 6 000 réquisitions qui ont été signées par le préfet du département du Logon-Déchari. Mais depuis lors, le maire refuse d'établir les actes de naissance à ces 6 000 enfants. Donc, vous avez des enfants actuellement qui sont nés dans la commune de Blangwa, mais qui ne peuvent pas avoir l'acte de naissance à cause du maire qui refuse drastiquement de le faire. C'est une incongruité. Une incongruité. Et donc, depuis quelques jours, le sous-préfet Ndun de ce côté-là a engagé une grosse campagne de communication et de sensibilisation pour inviter les populations à venir maintenant se faire inscrire à la sous-préfecture afin qu'on puisse déployer à travers le commissaire central de la ville de Kousséry, déployer un poste d'identification du côté de la sous-préfecture de Blangwa afin de faire identifier les populations. C'est une curiosité et c'est la conséquence de ce que lorsque vous avez des maires totalement analphabètes qui ne savent parler ni le français ni l'anglais, on est confronté à ce type de problème. Donc, c'est une curiosité qu'il faille dénoncer ici. Le sous-préfet a beau faire ce qu'il a fait, mais je pense que les autorités préfectorales de ce côté-là et même du côté de Yaoundé doivent frapper du poing sur la table pour ramener ce type de maire à l'ordre. Ouais, justement, c'est une information assez hilarante, mais on ne peut plus grave. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec ces infrastructures en péril au Cameroun. On parle de ces 180 logements sociaux, nous dit Mutation, qui devaient être ouverts. Le projet était lancé depuis 12 ans. Aujourd'hui, pas un seul bâtiment n'est sorti de terre. Que se passe-t-il effectivement? La société foncière du Cameroun, qui a fait son bilan et qui est parti officiellement, son départ ne vient pas encore rassurer sur l'effectivité de la livraison de ce chantier-là. Aujourd'hui, Prince Aristide Ngekam, on se dirige vers ce que beaucoup de spécialistes appellent probablement la prochaine grande guerre au Cameroun, la guerre foncière. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas avoir droit au HLM? Comme dans beaucoup de pays. Mais c'est une grosse curiosité. Cette affaire, et je pense Forum Libre en a fait un mini-dossier, je pense que c'était la semaine dernière, notamment sur le site. Vous notez que c'est une entreprise immobilière qui s'était proposée aux Camerounais, notamment ceux de Douala, du côté de Yassa, de construire des logements clés en main. Vous voyez un peu, et de les donner aux acquéreurs, aux différents acquéreurs. Et donc, les gens ont souscrit. Des gens ont souscrit, qui ont payé de l'argent et qui attendent que les logements soient livrés. Donc, ça fait pratiquement près de 12 ans aujourd'hui. La dame, il faut la citer, Madame Sopongale, qui est la promotrice de SIC, à ne pas confondre avec la société d'investissement. La SIC qui appartient à l'État. SIC ici, c'est S-I-2-S. 2-C. Autant pour moi, qui appartient à Madame Sopongale. Donc, au fur et à mesure que le projet stagnait, elle avançait de ce que ses partenaires, dit-on, américains et autres, devraient mettre de l'argent dans cette affaire. Mais curieusement, jusqu'aujourd'hui, rien n'y est fait. 12 ans après. Et ce qui a amené forcément la ministre de l'Habitat à lui retirer l'agrément des sociétés aux sociétés immobilières. Donc, les acquéreurs aujourd'hui sont dans le désarroi. Ils se demandent bien s'ils ont été abandonnés par l'État du Cameroun, parce que, somme toute, il y a un arbitre qui doit pouvoir siffler la fin de la récréation et faire rembourser. Justement, c'est le problème épineux là. C'est l'argent qui pose problème. Exactement, faire rembourser les différents acquéreurs, notamment ceux-là qui ont mis de l'argent auprès de ces sociétés immobilières, fantoches, excusez-moi le terme. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que l'affaire a même été portée au niveau des tribunaux, mais elle stagne, elle continue de stagner. Et l'autre jour, on nous a annoncé que, et Mutation le dit encore, que le crédit foncier, qui était partenaire de cette société immobilière, s'est retiré
Et vous comprenez que c'est totalement le noir qui se dessine du côté de Yassa. Il y a eu quelques logements, comment je vais dire ça, quelques logements témoins qui ont bluffé pratiquement les pouvoirs publics et les acquéreurs. Et les acquéreurs qui ont cru que cette affaire pouvait se faire. Malheureusement, c'est une malheureuse affaire qui vient ternir encore l'image des sociétés immobilières, parce qu'il y en a qui sont sérieuses, qui construisent véritablement les maisons et les remettent clé en main aux acquéreurs. Oui, justement, le messager parle d'une autre infrastructure qui est sous haute tension. Il s'agit du barrage de Nachtigal, où des voix s'élèvent de plus en plus. On est rendu pratiquement au 15e mouvement d'humeur des ouvriers du chantier de Nachtigal, qui se plaignent de non-paiement, qui se plaignent même du détournement de leur salaire. Un barrage qui aurait normalement, en temps normal, dû être livré depuis plusieurs mois, mais qui aujourd'hui traîne encore. Il faut noter que le ministre de l'eau et de l'énergie était de ce côté-là, ça ne fait pas pratiquement 2 mois, c'est-à-dire en 2021, notamment pour vérifier de ce que les travaux avançaient véritablement de ce côté-là. Et pourquoi? Parce que l'énergie que ce barrage va générer va résoudre une grosse partie de problèmes de délestage au niveau non seulement de la grande région du centre, et aussi un tout petit peu au niveau de la région de l'Est. Mais si on advient aujourd'hui à nous dire qu'il y a un problème de paiement de salaire et que ce barrage ne va pas être livré à temps, comme nous l'avait annoncé le ministre de l'eau et de l'énergie, c'est une information importante. Et je voudrais ici, à titre personnel, interpeller ici le ministre de l'eau. Comme il a l'habitude de descendre sur le terrain, soit pour éteindre, soit pour jouer les sapeurs-pompiers, qu'il descende rapidement à Nachtigal pour se rassurer de ce et pour comprendre pourquoi les gens ne sont pas payés dans ce chantier. Ceux qui ont gagné ce chantier, c'est-à-dire que les opérateurs économiques qui ont gagné ce chantier, qu'ils payent les Camerounais qui travaillent là-bas. Justement, plusieurs reportages avaient été faits dans cet endroit. On ne peut pas comprendre que l'État du Cameroun ait mis beaucoup d'argent pour résoudre dans la recherche de la résorption des problèmes de délestage. Et qu'on advient à nous dire que l'argent, que les emplois de ce côté-là ne sont pas payés et qu'on ne risque pas livrer le chantier à temps. Mais qu'est-ce que ça renvoie? Ça voudrait renvoyer que les délestages que nous commençons, qui ont repris totalement après la CAN et que nous vivons ça avec beaucoup d'amertume. Pourtant, le ministre de l'eau et l'énergie avait annoncé que les délestages seraient un mauvais souvenir, même après la fin de la CAN. Exactement, notamment avec peut-être d'ici quelques années avec des barrages comme Nachtigal. Donc je pense que c'est une infrastructure importante pour le Cameroun. Le ministre de l'eau doit pouvoir se déplacer, aller à Nachtigal pour comprendre pourquoi l'opérateur en charge de la construction de ce barrage ne paye pas les employés. Et s'il a un problème de paiement, qu'il s'adresse au gouvernement, mais si des gens travaillent, il doit pouvoir être payé. Oui, nous entrons dans la deuxième partie, dans la deuxième thématique de cette émission. Le Cameroun peut-il être un véritable Eldorado pour sa diaspora? En tout cas, c'est ce que le Cameroun Tribune pense ce matin en relayant le fait que cette fameuse diaspora se bouscule pour revenir investir au Cameroun à la faveur de la déclaration du discours de fin d'année du président de la République qui laissait transparaître l'ouverture de certaines barrières fiscales pour permettre aux ressortissants camerounais de l'étranger de pouvoir investir au Cameroun. Le journal nous propose ainsi des profils de success story qui ont justement permis de générer plusieurs emplois, nous dit le Cameroun Tribune. Aujourd'hui, Prince Aristide Yekam, est-ce qu'effectivement le Cameroun peut constituer un véritable Eldorado pour les investisseurs de la diaspora, quand on sait que ces derniers, en 2020, selon certaines statistiques, ont contribué à 0,9% seulement du produit intérieur brut camerounais? Non, mais je suis un tout petit peu amusé de la grande une, du titre de la grande une de Cameroun Tribune. La diaspora se bouscule. Mais quelle est la diaspora qui se bouscule? Mais je dis c'est une opinion. Mais il faut des fois être sérieux sur des sujets aussi importants. Les Camerounais de la diaspora ont mal de ne pas pouvoir investir au Cameroun. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils estiment que les facilités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de goulot d'étranglement lorsqu'on vient investir au Cameroun. Pourtant, sur le plan théorique, tout a été mis en œuvre.
Je dis beaucoup de facilités ont été mises en œuvre, notamment pour faciliter la création des entreprises. Aujourd'hui, créer une entreprise au Cameroun n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en moins de 2 jours, en 24 heures, vous créez votre entreprise au Cameroun, ce qui est une bonne chose. En théorie. Oui, donc je dis même, non, aujourd'hui, il y a des centres uniques, c'est-à-dire qu'il y a des guichets uniques pour créer les entreprises, où on vous demande un certain nombre de pièces que vous pouvez obtenir en moins de 2 jours, et vous allez là, on vous crée l'entreprise. Ça, c'est un acquis. Maintenant, dans l'opérationnalité, dans l'obtention des autorisations et tout, il y a encore un véritable goulot d'étranglement. Vous avez la partie impôt, c'est-à-dire que impôt qui était, comment je vais dire ça, qui était réchigné, c'est-à-dire que craint notamment par les investisseurs qui estimaient que l'agression fiscale est importante au niveau du Cameroun. Elle a évolué, c'est-à-dire qu'elle a évolué depuis quelques années, c'est une bonne chose, mais je pense que au niveau même du ministère de l'Industrie, il y a autant de facilités oui, qu'on accorde généralement aux investisseurs, pas uniquement pour la diaspora. Maintenant, il faut pouvoir choisir le business qui marche. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, je fais une petite digression sur l'affaire des meuniers. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui n'arrivent pas, c'est-à-dire qui font dans ce secteur-là, mais qui disent, si nous continuons comme ça et que le gouvernement ne prend pas une décision, nous allons totalement mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun investisseur qui peut investir pour perdre. C'est-à-dire que lorsqu'on investit, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner de l'argent. Donc, je dis, il faille décrisper un tout petit peu l'atmosphère, un certain nombre de conditionnalités, se rassurer de ce que tout ce qui est écrit est effectivement appliqué sur le terrain. Et ça passe ici par la sensibilisation des fonctionnaires. Ouais. La sensibilisation, parce que c'est ça. J'ai dit au Cameroun, on a de très bons textes. Il faut rappeler quand même que la diaspora... sensibilisation des fonctionnaires qui, comme on dit trivialement au quartier, qui s'asseyent sur les dossiers des uns et des autres. Contre quoi? Contre le bac-chiche, contre... Et impose la fameuse doctrine du mapartisme, voilà, dont parlait un célèbre boxeur camerounais. Les voies de corruption aux investisseurs. Et c'est ça qui chasse les investisseurs au Cameroun. Lorsque vous avez, que ce soit des expatriés qui viennent ici, qui pour rencontrer quelqu'un, on leur demande de l'argent, qui pour rencontrer, je dis n'importe quoi, un petit directeur de l'administration centrale, il faut se faire des pieds et des mains pour le rencontrer, alors qu'ailleurs, même pour rencontrer un ministre, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures, 4 heures, 1 heure de temps ou bien 48 heures dans un cabinet ministériel. C'est-à-dire que c'est des mentalités qui doivent pouvoir être changées. Vous avez des sous-directeurs, même des petits chefs de service, qui pour rencontrer, mais c'est un supplice. Je dis ça commence par là. Je dis c'est un supplice au Cameroun. C'est un supplice. Combien de fois les directeurs de l'administration centrale ou bien des ministres. Justement, petit rappel de chiffres, le Cameroun, sa diaspora, c'est une contribution de 0,9% au PIB, tandis que dans des pays comme le Sénégal, on est à 12% de contribution au PIB, la Côte d'Ivoire est à 1,4% de contribution, l'Afrique du Sud, c'est 54 milliards de francs, 54 milliards de dollars générés chaque année par la diaspora. Le Cameroun ne fait donc pas le figure à côté de ces autres pays-là. Nous parlons en troisième partie d'émission d'Olembe qui fait encore et toujours parler de lui avec le journal Émergence qui s'interroge où sont passés les 50 millions de francs CFA des victimes. 50 millions ont été offerts gracieusement par les Lions Indomptables qui auraient dû être leur prime pour soutenir les familles des victimes de la grande bousculade du stade Olembe qui avait fait 8 morts et plusieurs blessés. Aujourd'hui, ces familles témoignent. Aucune d'entre elles n'a encore reçu aucun copec, ni des 50 millions, ni du gouvernement, ni de la Confédération africaine de football. Prince Aristide Gekam, est-ce que finalement, on ne se moque pas de la mémoire des morts au Cameroun? Non, mais j'ai très mal. J'ai très mal. C'est-à-dire que des gens qui se sont retrouvés, qui allaient pour le plaisir, pour le plaisir de voir un match de football, qui sont morts pratiquement dans l'enceinte à l'entrée même du stade. C'est comme Moïse qui est mort avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Le minimum, c'est qu'au-delà de ce que les pouvoirs publics et la CAF, à travers
leurs différents représentants, notamment le ministre des Sports et le président de la FECAFO, qui sont allés dans quelques familles pour consoler ces familles-là. Mais il y a un problème qui doit pouvoir se régler. Même sur le plan du droit, j'ai cru entendre qu'il y a un certain nombre de collectifs d'avocats qui avaient saisi les juridictions, notamment pour demander à la FIFA d'indemniser, pas indemniser, c'est-à-dire que de voir dans quelle mesure faire rentrer ces différentes familles-là dans leurs droits. Aujourd'hui, le dossier n'a pas suffisamment avancé, mais il y a des promesses, c'est-à-dire il y a des dons, je dis bien entre guillemets, parce que dans ce cas, je ne pense pas qu'on puisse l'appeler comme don, c'est-à-dire qu'il y a des lions indomptables qui ont estimé que ces gens venaient pour les voir. Ils ont mobilisé une somme symbolique, notamment de 50 millions de francs pour être distribués à ces familles-là. J'ai suivi le grand reportage d'Equinox Télévision où ces familles, les différentes familles disent qu'elles n'ont rien reçu de cet argent, notamment ici, la CAF doit pouvoir prendre ses responsabilités. C'est une compétition comme celle du Cameroun est assurée. Des assureurs doivent pouvoir jouer leur rôle. Oui. On tire beaucoup ça. Moi, je dis, il faut rappeler ça, ce type de fait, c'est-à-dire en disant, il y a de l'argent qui a été débloqué pour remettre aux familles. Il faut se rassurer que ces familles-là ont reçu cet argent. C'est bien. Mais maintenant, sur le plan légal, sur le plan du droit, il faut que la machine du droit puisse se déployer afin que ces familles... Parce que c'est comme un accident. Oui. C'est comme un accident. Donc, après constat, les assureurs, notamment de la CAF, doivent pouvoir se déployer afin d'indemniser. Et qu'en est-il du gouvernement? Est-ce qu'ils ont quelque chose à jouer? Oui, au niveau du gouvernement, il est de la responsabilité du COCA, notamment le président, et qui est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, doit même, je dis bien même à titre symbolique, assister ces familles. Là, on a vu dans d'autres occasions le président de la République, notamment prendre ça ne ramène pas des morts, mais prendre des dispositions, notamment pour le transport des familles, pour l'achat des cercueils, pour une somme symbolique, afin qu'on puisse faire le deuil dans justement, l'une des familles a témoigné dans les lignes du journal Émergence, mentionnant que le corps d'un des leurs est toujours bloqué à la morgue et qu'ils ne savent pas comment organiser. Parce que le ministre a cru devoir dire qu'il y a des formalités administratives qui devraient être faites avant la libération de ce corps. Il y a un jeune magistrat qui a pratiquement moins de 3 ans de service et qui était en service à la Chambre de compte, qui est décédé aussi dans ce drame et dont le corps sera levé, je pense, jeudi, au niveau de Yaoundé. Même de ce côté-là, la famille dit qu'elle n'a encore rien reçu. On ne dit pas que ça va ramener le corps, mais ce sont des dispositions. Ce sont des dispositions légales qui doivent être déployées afin que cette famille puisse être tout au moins, je dirais ça comme ça, consolée. Ouais, justement, madame, monsieur, est-ce que le Cameroun serait finalement une terre où l'on se moque de la mémoire de ces morts? Entre-temps, les familles, elles, crient au désarroi et attestent n'avoir toujours pas reçu le moindre copec, ni du gouvernement, ni de la CAF, encore moins des 50 millions de francs CFA qui ont été débloqués par les Lions indomptables. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Vous faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus amples informations. Mais vous avez rendez-vous après dans quelques minutes avec Michel Gachou et toute sa team. Ce sera pour 10-12 Zénith. À demain.